Les Habsbourg dominent le monde. C'est ce que n'importe quel observateur aurait dit à la fin du règne de Charles Quint. Un empire qui étend ses tentacules partout de l'Amérique jusqu'aux Indes, et qui règne, majestueux, sur l'Europe, ceinturant la France de son emprise. Mais alors comment est-ce possible qu'en à peine 250 ans, cet empire soit passé de ça à ça? Ou autrement dit, comment la France a-t-elle écrasé les Habsbourg, repoussant la plus puissante dynastie d'Europe occidentale loin vers l'Est, et effaçant presque sa menace au fil du temps? En 1515, François Ier monte sur le trône de France. Le prince était préparé depuis son enfance à assumer cette charge. Lorsqu'on pose la couronne sur sa tête, le roi de 20 ans seulement mesure presque 2 mètres, un géant pour son temps. L'année suivante, de l'autre côté des Pyrénées, c'est Charles Quint, duc de Bourgogne, qui hérite des royaumes espagnols à 19 ans, puis, un peu plus tard, de l'archiduché d'Autriche. Avec leur règne, on voit naître pour de bon une grande rivalité entre les deux grandes dynasties d'Europe, les Valois puis les Bourbons d'un côté, et les Habsbourg de l'autre. Un conflit illustre très bien ce début, lorsque les deux hommes s'affrontent pour mettre la main sur la couronne impériale. L'empereur est élu par un collège de princes électeurs, en gros des petits souverains allemands qui ont le privilège de nommer celui qui présidera l'empire. La France a toujours eu des intérêts dans ces élections. Elle cherche toujours à influencer celle-ci pour avoir comme voisin un empereur qui lui posera le moins de problèmes. Mais cette fois c'est différent. François Ier veut se faire élire empereur. Et c'est peut-être bien la seule fois que l'occasion se présentera, puisque son concurrent, Charles Quint, est un étranger comme lui. Ce n'est pas un prince allemand, il est né et a toujours vécu en Bourgogne, ce qui fait une grande différence pour les électeurs qui doivent choisir entre deux étrangers. Et ça se voit très bien dans les débats qui se font le jour de l'élection. Mais cette candidature française se révèle fantaisiste. La noblesse française désapprouve celle-ci, et Charles Quint y investit bien plus de moyens, tandis que les princes allemands voient d'un mauvais œil le comportement trop agressif du roi de France. C'est donc finalement le Bourguignon qui est élu, et ainsi il encercle complètement le royaume de son rival avec ses immenses territoires. Cela nous mène au développement d'une importante rivalité territoriale, qui est à l'origine de nombreuses guerres. Les deux hommes lorgnent sur l'Italie, et tout particulièrement sur le duché de Milan, qui est revendiqué par chaque parti, et qui provoque bien des conflits en Italie. Plus au nord, la Bourgogne attise les querelles. Elle est le domaine d'origine de Charles Quint, mais François Ier considère qu'il fait partie intégrante du royaume de France. Et enfin, les Pays-Bas accueillent de nombreux mouvements de troupes et tentatives d'invasion d'un côté comme de l'autre. C'est l'une des 3 régions dans laquelle la France cherche éperdument à s'étendre. Tous ces territoires hébergent les conflits qu'on appelle aujourd'hui les guerres d'Italie. Les deux souverains sont en guerre l'un avec l'autre pendant 13 ans au total jusqu'à la mort de François Ier, puis les hostilités reprennent lorsqu'Henri II lui succède. Les territoires passent de main en main, et c'est d'ailleurs avec ces conflits que la France met la main sur les 3 évêchés lorrains de Metz, Toul et Verdun, ce qui annonce ses prétentions futures sur la Lorraine et l'Alsace. Pendant les guerres d'Italie, d'ailleurs, Charles Quint fait régulièrement appel aux troupes de l'Empire. Ce sont généralement des mercenaires allemands qui se battent aux côtés des troupes espagnoles. Ainsi, en 1527, l'armée de Charles Quint, qui s'empare et pille Rome pendant 3 semaines, est composée au moins à moitié de troupes allemandes, qui combattent aux côtés d'Espagnols et d'Italiens. Cette rivalité entre deux souverains ouvre la voie à plus grand. Lorsque Charles Quint meurt en 1558, ses territoires se divisent en deux. D'un côté, l'ère espagnole, de l'autre, l'ère allemande, dirigée par l'Autriche. C'est cette dernière qui, au fil du déclin espagnol, deviendra la meilleure ennemie de la France. Après la mort d'Henri II et de Charles Quint, on assiste à une certaine accalmie entre les grandes puissances. Mais ça s'explique simplement par le fait que tout le monde a d'immenses problèmes intérieurs ou extérieurs. La France fait face aux guerres de religion, sur lesquelles j'ai d'ailleurs fait une grosse vidéo. L'Espagne subit, elle, la guerre de 80 ans dans les Pays-Bas, dont j'ai aussi longuement parlé dans ma petite série sur le sujet. Et l'Autriche doit gérer la propagation du protestantisme dans le Saint-Empire, et les difficiles guerres contre l'Empire ottoman. Tous ces problèmes se règlent plus ou moins au début du XVIIe siècle. En France, c'est avec l'arrivée d'Henri IV au pouvoir que les conflits se tassent. Entre 1589 et 1598, il fait tout son possible pour ramener la paix dans son royaume, en s'attirant le soutien de ses principaux adversaires,
en remportant de grandes victoires militaires contre la Ligue catholique et en repoussant les troupes espagnoles hors de son sol. En 1598, il produit l'édit de Nantes, qui est censé accorder d'importants droits aux protestants français, et donc éviter le déclenchement de nouvelles guerres religieuses. Il peine cependant à faire accepter cet édit partout, et il n'y parviendra qu'à la fin de son règne. Mais d'un autre côté, cette reprise en main du royaume lui permet aussi de renforcer l'autorité royale. Il mène beaucoup de réformes visant à renforcer la centralisation et réduire l'influence des nobles. Il ouvre la voie à l'absolutisme qui caractérisera le règne de ses successeurs, et renforce par là même le poids de la France en Europe. Sur la fin de son règne, Henri IV renoue avec la rivalité envers les Habsbourg, tandis que la France se relève des conflits précédents. Il s'allie notamment avec l'Union évangélique, qui regroupe de nombreux princes allemands protestants, et élève même une grande armée de près de 35 000 hommes pour soutenir ceux-ci dans la guerre de succession de Juillet, un petit territoire qui devrait revenir à des princes protestants, mais qui a été saisi par l'empereur et occupé par les Espagnols. Le roi meurt cependant avant d'avoir pu mener sa campagne. Sa femme, Marie de Médicis, qui assume la régence, fait poursuivre celle-ci, mais avec des moyens limités. Ce n'est plus que 10 000 Français qui se lancent à l'assaut de Juillet, soutenus par les Provinces-Unies, le Brandebourg et le Palatinat. Ce petit conflit régional en annonce un autre, bien plus important, qui s'apprête à changer la face de l'Europe pour les siècles suivants. Depuis 1517 et l'émergence de la réforme protestante initiée par Martin Luther, rien ne va plus dans l'Empire. La diffusion rapide de ces nouvelles idées a bafoué l'influence et l'autorité de l'Église catholique en Allemagne, et avec elle, celle de l'empereur, fervent défenseur de celle-ci. Dès le départ, tout ça a provoqué des conflits, en commençant par la guerre des paysans allemands qui se révoltent contre leur seigneur en 1524, réclamant à la fois des changements religieux, conformes à la réforme, et sociaux, contre le servage notamment. Ils sont près de 300 000 à se soulever, et sûrement près d'un tiers d'entre eux sont massacrés dans la répression qui s'ensuit. Par la suite, ce sont les princes qui ont arboré la bannière de la réforme. En 1546 par exemple, les guerres de Schmalkalden opposent les princes protestants organisés en une ligue à l'empereur Charles Quint. La victoire de l'empereur ne parvient pas à freiner ce processus, et le camp protestant se renforce toujours. Cela n'est pas aidé par l'attitude française qui, dans son opposition envers les Habsbourg, soutient presque toujours les réformés. Par exemple, pendant la guerre de Schmalkalden, la France soutient financièrement et politiquement les princes protestants. En 1555 finalement, pour tenter d'apaiser les tensions, l'Empire a adopté la paix d'Augsbourg. Véritable tournant, elle établit le principe d'un prince, une religion. Chaque prince est en droit de choisir la religion de son territoire. Celle-ci ne règle pas tous les problèmes, mais elle crée malgré tout un certain équilibre qui limite les opportunités françaises dans la région. On retrouve là tous les éléments qui caractériseront la guerre de 30 ans au siècle suivant. Les princes protestants ont pris l'habitude de s'organiser en ligue, d'autant plus que leur foi a été légalisée dans l'Empire. La France a elle pris l'habitude de soutenir ceci, tandis que l'influence de l'empereur a été remise en question par son incapacité à imposer le catholicisme malgré ses victoires militaires. Cette situation offre un terreau particulièrement favorable au déclenchement d'un grand conflit européen au XVIIe siècle. Celui-ci éclate en 1618, à l'intérieur du Saint-Empire, lorsque la Bohême protestante se rebelle contre son roi, qui est aussi empereur, le Habsbourg d'Autriche Ferdinand II. Rapidement, ce problème régional s'étend et embrasse tout l'Empire, jusqu'à impliquer des puissances étrangères comme la Suède, l'Espagne et surtout la France de Louis XIII et Richelieu. Cette intervention française dans le conflit s'illustre d'abord par un soutien économique important envers les protestants. Les subsides pleuvent tant que le royaume n'est pas prêt à entrer personnellement en guerre. On soutient alors financièrement les Danois, puis les Suédois, qui marchent contre les Habsbourg. Ce n'est qu'après 1635 que la France intervient militairement dans le conflit, après avoir méticuleusement préparé le terrain. Il faudra encore attendre 13 ans pour trouver une paix avec les Autrichiens, et 24 longues années pour en trouver une avec les Espagnols. Mais le conflit est perçu différemment du côté français et allemand. En France, il apparaît comme une formidable opportunité. La dimension guerre civile du conflit lui permet d'affaiblir drastiquement l'influence des Habsbourg en Allemagne, de briser leur mainmise sur l'Empire et de s'afficher comme la protectrice de la liberté des petits États allemands. Quand bien même cela demande de soutenir les protestants qu'on a soi-même violemment réprimés quelques années plus tôt. Tandis que la dimension guerre européenne lui permet de mettre en place des alliances essentielles qui perdureront longtemps, notamment avec la Suède, et d'avancer ses pions dans les régions qui la concernent, surtout en Alsace-Lorraine et dans les Pays-Bas.
Et puis, une guerre victorieuse comme celle-ci, où s'enchaînent les victoires militaires, c'est un excellent moyen d'imposer son pouvoir à l'intérieur même du royaume. Elle contribue au renforcement de l'absolutisme. En Allemagne, la perception est tout autre. Le conflit exacerbe avant tout les divisions de l'Empire, alors même que celui-ci semblait se centraliser de plus en plus autour de l'empereur et du collège des princes électeurs, qui pendant la guerre ont même pris les décisions entre eux, sans faire appel à la diète. Des deux côtés, protestants comme catholiques, la guerre relève d'un intérêt religieux, on défend sa foi. Mais aussi et surtout, le conflit est un excellent moyen d'agrandir son territoire et de défendre son autonomie. Sans oublier que certains princes se battent contre les ingérences extérieures, notamment françaises et suédoises dans l'Empire. Pour les Allemands, c'est une période de désolation, de souffrance et de dévastation, puisque le conflit se déroule presque exclusivement sur leurs terres. Certaines régions sont dépeuplées, la Saxe ou l'Alsace perdent près de la moitié de leur population. Pour le Palatinat, qui a été le premier à s'engager contre les Habsbourg, c'est les 2 tiers de sa population qui a disparu à la fin de la guerre. Les traités de Westphalie, qui sont signés en 1648 et mettent fin au conflit en Allemagne, illustrent parfaitement toutes ces dynamiques. Sur le plan religieux, ils confirment l'autorisation aux princes de pratiquer leur religion et signent le déclin de l'influence de l'Église catholique au nord de l'Europe. Sur le plan territorial, ils prouvent le gain en influence de la France aux dépens des Habsbourg, qui cèdent leur partie de l'Alsace et reconnaissent les droits français sur les 3 évêchés lorrains. Sur le plan politique enfin, la France s'applique à saper méticuleusement la domination de l'empereur sur son empire. Elle impose, avec le soutien des petits états allemands, que l'empereur soit obligé de faire appel à la diète pour prendre ses décisions. Il n'est plus possible pour lui de gouverner simplement avec les princes électeurs. Ce dernier point a des répercussions très importantes. D'abord, il affaiblit évidemment la position de l'empereur, qui entre encore plus en compétition avec la France pour s'attirer les faveurs des états allemands. Mais surtout, il fait perdre énormément d'importance aux princes électeurs. Ceux-ci auront alors par la suite plus de mal à se limiter à cette simple position. Et ça expliquera en partie leur course à la royauté qu'ils mèneront aux dépens de l'Empire, qui limite leur expansion et leur influence en Europe. La fin de la guerre entre la France et l'Espagne 11 ans plus tard ira dans le même sens. Avec les traités des Pyrénées, la France renforce énormément son influence en Lorraine, où elle gagne plusieurs territoires afin de rallier Paris à ses territoires éparses à l'est. Et il en est de même dans les Pays-Bas où elle remporte plusieurs régions. Ces conflits signent le déclin des Habsbourg en Europe, et la montée en puissance de la France qui atteindra son apogée sous le règne du roi Soleil. Au lendemain des traités de Westphalie, le visage de l'Europe n'est plus le même. Le système westphalien renforce la souveraineté des États, l'égalité entre eux et le respect de leur autonomie. Il n'est plus acceptable d'ingérer dans les affaires internes des autres États. Ça avantage tout particulièrement la France, qui se pose comme protectrice de ce système, et trouve donc de nombreux soutiens parmi les États allemands. Ça mène à la naissance de la Ligue du Rhin pendant les années 1650, qui regroupe plusieurs souverains allemands désireux de défendre leur autonomie face à l'empereur. Cette ligue s'allie à la France. D'un autre côté, sous Mazarin puis Louis XIV, la France se centralise intensément, tandis que Versailles devient la plus fastueuse cour du continent, au rayonnement culturel sans précédent. Mais le roi renforce aussi sa position en Europe, en menant de trop nombreuses guerres contre ses voisins. Le roi Soleil s'attaque à l'Espagne en 1667 avec la guerre de dévolution et aux Provinces-Unies en 1672 avec la guerre de Hollande, puis poursuit son expansion en Allemagne avec sa guerre des Réunions, profitant que l'Empire soit occupé à l'est contre les Ottomans. Avec les 2 premiers conflits, il s'empare de territoires dans les Pays-Bas et de la Franche-Comté. Et avec le 3e, il récupère l'ensemble de l'Alsace, à l'exception de la ville de Mulhouse, qui était une alliée de la Confédération suisse à ce moment. Sur le plan diplomatique, la France mène une intense politique des subsides en Allemagne. Elle abonde certains petits souverains de financement pour s'en attirer les faveurs. C'est notamment le cas avec les archevêchés de l'espace rhénan, Mayence, Trèves et Cologne, qui font partie du collège des princes électeurs. Mais avec ses conquêtes agressives, Louis XIV s'attire malgré tout l'hostilité des princes allemands. La menace n'est plus l'empereur qui a été fortement affaibli par ses conflits avec les Turcs, mais bien la France qui ne fait que s'étendre comme un ogre. Même les protestants finissent par avoir une très mauvaise image du roi, notamment à cause de la révocation de l'édit de Nantes en 1685, qui force les huguenots français à l'exil. Rien d'étonnant donc à ce qu'en 1686, l'Europe presque entière se soulève contre la France, en formant la Ligue d'Augsbourg. S'ensuit alors une guerre longue et coûteuse, mais qui ne trouve pas de véritable vainqueur. La France y perd toutefois tous ses gains outre-Rhin, comme Fribourg ou Vieux-Brisac. Mais tournant pour la rivalité franco-autrichienne, c'est la guerre de succession d'Espagne qui éclate en 1701 après la mort du dernier roi Habsbourg d'Espagne. Les Bourbons et les Habsbourg d'Autriche s'affrontent pendant 13 ans pour ce trône.
Mais la guerre est une fois encore trop longue et coûteuse pour en retirer un véritable vainqueur. Elle prend fin dès que les puissances marchandes, la Grande-Bretagne et les Provinces-Unies, s'en retirent. Avec le traité de Rastatt, la France et l'Autriche se partagent les restes de l'Empire espagnol. Aux Bourbons revient l'Espagne, aux Habsbourg le reste. Mais cette paix a une conséquence très importante. La France est parvenue à briser l'encerclement des Habsbourg. Elle n'est plus menacée par les restes de l'Empire de Charles Quint. Ce résultat n'a pas de conséquences tout de suite. La haine franco-autrichienne est bien trop ancrée pour s'effacer aussi vite. Mais dans les faits, les deux pays n'ont plus vraiment de raison d'être rivaux. Ils ont tous deux d'autres ennemis bien plus dangereux. Après la mort de Louis XIV, en 1715, la France connaît une nouvelle période de régence. Le temps est alors à la détente en Europe. C'est nécessaire de maintenir la paix au vu des dettes colossales causées par les conflits précédents. Ce statu quo tient plus ou moins jusqu'à ce que la guerre de succession de Pologne n'éclate en 1733. La France de Louis XV soutient alors l'accession au trône polonais du prétendant Stanislas Leszczyński, alors que l'Autriche soutient Auguste III, le prince électeur de Saxe. Mais en réalité, le premier souci de la France, c'est pas de savoir quel prince posera son cul sur le lointain trône de Pologne. Non, ce qui l'inquiète, c'est que l'héritière du trône d'Autriche, Marie-Thérèse, s'apprête à épouser le duc de Lorraine, et donc de ramener ce territoire entre le griffe des Habsbourg, alors qu'il est considéré comme vital par la France. La France et l'Autriche s'affrontent donc presque seuls en Europe de l'Ouest, les autres belligérants s'inquiétant plutôt de ce qui se passe à l'Est, et la France s'impose en Allemagne et en Italie. Avec le traité de Vienne, Stanislas Leszczyński perd la Pologne, mais reçoit en compensation le duché de Lorraine. La France, elle, reçoit l'expectative sur celui-ci, ce qui signifie qu'elle en héritera à la mort du duc. Avec cette acquisition, Louis XV complète les frontières rêvées du roi Soleil. À ses yeux, il n'a plus besoin d'étendre son territoire. Et ça se voit quelques années plus tard, lorsque la guerre de succession d'Autriche éclate. Alors que la France s'impose sur le plan militaire, et que la Prusse s'empare de la Silésie, Louis XV ne récupère aucun territoire lorsque la paix est signée, alors même qu'il occupait l'ensemble des Pays-Bas autrichiens. Il espère ainsi pouvoir sauvegarder la paix en Europe, en évitant d'attiser les hostilités. C'est un projet sincère, mais dans les faits complètement naïf, et son peuple l'accepte d'ailleurs très mal. On dit qu'on s'est battu pour le roi de Prusse. La Prusse, elle cependant, connaît un développement sans précédent. Frédéric Guillaume, le roi sergent, a intensément modernisé l'armée prussienne pendant son règne, entre 1713 et 1740, tandis que son père avant lui, Frédéric Ier, avait accédé à la royauté et renforcé les institutions du pays. Lorsque Frédéric II hérite du pays, il a donc entre ses mains tout ce dont il a besoin pour briller en Europe, et utilise parfaitement cet héritage pendant la guerre, si bien qu'il s'empare de l'une des plus riches régions d'Europe, la Silésie. Et ainsi, l'Autriche s'inquiète de moins en moins de la France, avec qui elle a peu de raisons d'entrer en conflit désormais, et beaucoup plus de ce voisin agité qui vient de la vaincre en Allemagne et qui remet en question sa mainmise sur l'Empire. Et ainsi, la raison d'État pousse la France et l'Autriche à s'allier en 1756. D'autant plus que la seconde ne gagne rien avec son alliance habituelle avec la Grande-Bretagne, et que la Prusse vient d'humilier la France en traitant justement avec les Anglais. Cette alliance est mal comprise à Versailles, où le parti anti-autrichien est très présent, et où on apprécie beaucoup Frédéric II et perçoit la Prusse comme l'allié naturel. La guerre qui s'ensuit, qui durera 7 ans, voit le royaume affronter les Anglais outre-mer et les Prussiens en Europe. Mais le front principal, c'est bien les colonies. L'Europe reste secondaire et la France n'a pas grand-chose à y gagner. Son application reste donc limitée, et les Alliés n'arrivent pas à renverser la Prusse qui, en plus, reçoit l'aide du destin qui provoque la mort de la tsarine Élisabeth Ier et l'accession au pouvoir d'un tsar admirateur de Frédéric II qui décide de se retirer du conflit alors même que ses armées étaient en train d'assiéger Berlin. Celui-ci ne fait évidemment pas long feu à la tête du pays et est renversé 6 mois plus tard par un coup d'état. Mais le mal est fait et l'alliance anglo-prussienne ressort grande vainqueur de ce conflit. La France perd la plupart de ses colonies et l'Autriche ne récupérera jamais la Silésie. La France et l'Autriche réunies dans une majestueuse alliance continentale. Ça fait rêver, mais ce n'est évidemment jamais arrivé. En réalité, l'alliance franco-autrichienne s'est révélée particulièrement dysfonctionnelle. On n'efface pas son hostilité envers un ennemi héréditaire si rapidement, encore moins dans l'Europe agitée de cette période. Pourtant, cette alliance se maintient de la fin de la guerre de 7 ans jusqu'à la Révolution. Et mieux, elle est un formidable outil de paix aux dépens des Habsbourg, qui s'en passeraient volontiers s'ils le pouvaient. Mais revenons d'abord à la jeunesse de celle-ci.
Le traité de Versailles, signé en 1756 entre la France et l'Autriche, est une alliance purement défensive. L'Autriche se déclare neutre en cas de guerre franco-britannique, et la France promet de ne pas attaquer les Pays-Bas. Tandis que les deux pays promettent de se protéger l'un l'autre contre toute agression extérieure autre que britannique, via l'envoi d'un contingent de 24 000 hommes. Mais les ministres français se sentent lésés par ce traité, qui ne leur apporte aucune aide dans leur guerre contre la Grande-Bretagne. Alors, on renégocie celui-ci, et tandis que la guerre de 7 ans éclate, la France promet de fournir à l'Autriche une armée de plus de 100 000 hommes, ainsi que 12 millions de florins de subsides annuels jusqu'à la récupération de la Silésie. Et en échange, l'Autriche devra céder les Pays-Bas à la France. Beaucoup au gouvernement décrient toujours ce traité, qu'ils jugent trop à l'avantage des Habsbourg. Plus tard, après la défaite de Rosbach, la France retire une bonne partie de ses troupes sur le continent et se concentre sur la guerre contre la Grande-Bretagne. L'Autriche, elle, ne reçoit jamais la totalité des subsides promis par le traité. Personne n'est content de la tournure qu'il prend. Malgré tout, on sauvegarde l'alliance même après la signature des traités de paix liés à la guerre de 7 ans. Et à la mort de Louis XV, Louis XVI récupère sa politique et avec son brillant ministre des Affaires étrangères, Charles Gravier de Vergennes, il utilise l'alliance franco-autrichienne à son avantage. Bien qu'il soit farouchement anti-autrichien, il trouve un point positif à cette alliance. Maintenir la paix sur le continent, écarter la menace que représente l'Autriche pour pouvoir se concentrer dans ses guerres contre le véritable danger, la Grande-Bretagne. Et de même, il faut ménager la Prusse afin qu'elle soit toujours là, menaçante, sur les flancs des Habsbourg. Cette alliance est plus qu'hypocrite, et malgré celle-ci, la France fait tout pour mettre un frein aux ambitions des Habsbourg. Par exemple, en 1777, le duc de Bavière meurt sans héritier. Les Habsbourg comptent alors mettre la main sur ces territoires riches et proches de chez eux. Pour cela, ils proposent d'offrir les Pays-Bas en échange au duc du Palatinat, qui normalement devrait hériter de la Bavière. Cette idée plaît grandement à l'électeur palatin, qui voit là un moyen de fonder un grand état rhénan de Bruxelles à Mannheim. Tout de suite, la France s'oppose au projet, et annonce qu'elle ne défendra pas l'Autriche si une guerre éclate à cause de celui-ci. Alors, la Prusse déclare cette guerre dès 1778, et la France et la Russie proposent leur médiation. Au final, c'est la Prusse qui récupère plusieurs territoires, alors que l'Autriche ne gagne presque rien. Ce schéma se répète à chaque crise. En 1784, la France menace de soutenir les Provinces-Unies en cas de guerre contre l'Autriche. Et en 1785, elle refuse un second projet d'échange entre la Bavière et les Pays-Bas, quitte à verser des subsides importants au duc bavarois. Mais alors, pourquoi l'Autriche sauvegarde cette alliance qui semble lui être si défavorable? Eh bien, tout simplement parce qu'elle n'a pas le choix. Elle est prise au piège dans les griffes françaises, comme l'écrit l'empereur Joseph II en 1785. Deux éléments bloquent la diplomatie autrichienne. D'abord la Prusse. Si l'Autriche venait à faire défaut à l'alliance franco-autrichienne, alors il est sûr que la Prusse s'allierait à nouveau avec la France, ce qui serait désastreux pour l'empereur. Et deuxièmement, les Pays-Bas. L'Autriche est forcée de sauvegarder la paix avec la France pour ne pas risquer de perdre cette région si riche, qu'elle sait ne pas être capable de défendre en cas d'invasion française. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle tente par tous les moyens de l'échanger contre la Bavière, quand bien même celle-ci rapporterait moins de revenus. Et ainsi, cette alliance sauvegarde brillamment la paix en Europe de l'Ouest, en brisant toutes les prétentions autrichiennes, tandis que la Prusse et la Russie s'étendent elles librement à l'Est en s'en prenant à la Pologne et à l'Empire ottoman. La France, elle, a enfin les mains libres pour affronter la Grande-Bretagne, et c'est pourquoi elle s'engage si librement dans la guerre d'indépendance américaine qui s'achève par un grand succès. Ainsi, les Habsbourg ont connu un impressionnant déclin de leur influence en Europe en seulement 3 siècles, et celui-ci est en grande partie la faute de la France. D'un immense empire qui dominait seul le monde allemand, l'Europe de l'Ouest et l'Amérique, il a finalement perdu sa prééminence sur l'empire, remise en question par les actions françaises, puis par la naissance de nouveaux grands royaumes à l'intérieur de celui-ci. Perdu sa place de première puissance coloniale, la faute aux puissances marchandes que sont la Grande-Bretagne et les Provinces-Unies, et perdu la grande majorité de ces territoires en Europe de l'Ouest. Une carte illustrera bien mieux cette descente en enfer. En 1550, pendant le règne de Charles Quint, les Habsbourg sont présents partout, en Europe de l'Ouest, en Europe de l'Est, en Italie et au nord de l'Afrique. Ils tiennent aussi fermement le Saint-Empire, mais les premiers troubles éclatent presque directement après son abandon du pouvoir. Les Provinces-Unies se rebellent, et avec la guerre de 30 ans, qui arrive 50 ans plus tard, les Habsbourg d'Espagne perdent ses provinces, tandis que ceux d'Autriche perdent la Lusace au profit de la Saxe, ainsi que ses territoires alsaciens au profit de la France. Un peu plus tard, avec les traités des Pyrénées, la France s'empare aussi du Roussillon et récupère plusieurs villes dans les Pays-Bas espagnols. Avec le règne de Louis XIV, la situation s'aggrave encore. Les Habsbourg d'Espagne perdent la Franche-Comté, le Charolais et une partie toujours plus importante des Pays-Bas. Avec la guerre de succession d'Espagne, c'est carrément l'une des plus importantes couronnes d'Europe qui est perdue au profit des Bourbons.
La suite n'est pas plus joyeuse. Les Bourbons d'Espagne, alliés à la France, récupèrent les royaumes de Naples et Sicile pendant la guerre de succession de Pologne. La Sardaigne, elle, est échangée au profit de la Savoie, qui récupère aussi une partie du duché de Milan. Et, pire encore, la Prusse, alliée à la France, s'empare de la Silésie pendant la guerre de succession d'Autriche. Les Habsbourg ont ainsi perdu presque tout leur territoire en Europe occidentale. Ils cherchent alors à compenser ceci en profitant du déclin de la Pologne et de l'Empire ottoman à l'est. Mais la Hongrie ne compensera jamais la perte des Pays-Bas, de la Silésie ou de l'Espagne. Pire encore, les Habsbourg ne dominent plus le Saint-Empire. Les États y sont devenus presque indépendants, si bien qu'il sera dissous pendant l'ère napoléonienne, tandis qu'ils ont les mains totalement liées par l'alliance franco-autrichienne pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle. Statistique encore plus terrifiante, entre la guerre de 30 ans, en 1618, et la Première Guerre mondiale, qui signe la chute de l'Empire d'Autriche-Hongrie en 1918, l'Autriche n'a été capable de véritablement s'imposer contre la France qu'à 2 reprises. Et encore, c'était des guerres de coalition qui regroupaient la quasi-totalité des grandes puissances européennes. Le résultat serait encore plus déplorable si on ajoutait les Habsbourg d'Espagne au tableau. Globalement, après l'arrivée des Bourbons sur le trône de France, et avec eux la stabilité et l'absolutisme, les Habsbourg n'ont plus été capables de s'y opposer seuls. Mais ils sont bien évidemment parvenus à freiner son expansion par la menace de coalition. Il faudra attendre le 19e siècle pour que le monde allemand se trouve un nouveau champion, qui l'unifiera aux grandes dames de la France. Mais ça, on en parlera dans la prochaine vidéo.